propos soit différent de mes prédécesseurs, bien sûr. Évidemment, nous rendons hommage à l'action des organisations des droits organisations non gouvernementales qui apportent l'aide à l'Afrique et l'aide que tous les citoyens apportent pour lutter contre la faim en Afrique. Mais je crois que c'est mettre un cotère sur une jambe de bois. Parce que on parle beaucoup de la faim en Afrique. Quand il a parlé des causes, je pensais qu'il allait développer. Malheureusement, il n'a pas développé. Regardez un cas par exemple, au niveau de l'Union européenne, l'Espagne et le Portugal étaient considérés comme des pays arriérés. Mais quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu un programme pour leur permettre de rattraper les pays comme la France et l'Allemagne. Donc il y avait une volonté politique de mettre fin au sous-développement dans ces pays. Nous, en Afrique, on a plus besoin de justice que d'aide. Parce que fondamentalement, l'Afrique est indépendante depuis 1960. Nous sommes en 2003. Ça fait, disons, 43 ans qu'on nous aide. Comment ça se fait qu'après 43 ans, nous sommes plus pauvres que nous l'étions en 1960? Ça veut dire que l'aide est un échec total. Pour plusieurs raisons. D'abord, une bonne partie de cette aide ne reste pas en Afrique, revient en Europe, soit au profit des dictateurs maintenus en place par les pays développés, soit au profit des partis politiques des pays développés. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on nous dit de ne pas subventionner l'agriculture, de faire la politique de blocage des prix, de licencier des fonctionnaires parce qu'il y en a trop. Mais lorsque nous regardons, parce que pourquoi ça c'est possible? Parce que les grands pays préfèrent des sergents au pouvoir ou des gens peu éclairés. Ils font tout pour barrer la route aux intellectuels. Parce qu'un intellectuel qui arrive au pouvoir, il a quand même fait des études. Donc il connaît l'histoire. Il sait comment les pays européens se sont développés. Et nous savons très bien que pour vous développer, vous avez subventionné l'agriculture. Vous avez fait une politique de soutien au prix. Comment l'Afrique ne peut se développer que si l'agriculture se développe? Mais comment nous pouvons nous développer notre agriculture? Les paysans sont pauvres. Pour qu'ils produisent, il faut les subventionner. Mais si on les subventionne, les populations sont pauvres. Qui va acheter ces biens produits? Si personne n'achète, le paysan se décourage. Ça veut dire qu'il faut subventionner les prix. Mais ce que vous avez fait en Europe, on nous dit de faire le contraire. Mieux, on nous dit de faire des budgets équilibrés, pas de déficit budgétaire. Mais je pense que là, j'ai fait Sciences Po. Je sais très bien qu'il y a la théorie du déficit systématique. Ça veut dire qu'un pays qui veut se développer fait un budget déficitaire à condition que ce déficit serve à financer le développement, non pas à financer le budget de fonctionnement. Puisque plus vous développez, quand vous investissez, l'investissement apporte nécessairement plus que ce qui est investi. On nous interdit cela. Moi, je crois que Madeleine a dit seulement il faut recruter moins de fonctionnaires, je crois, que de licenciés. On l'a mis dehors. Ça veut dire que le simple fait même de ne pas dire qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, seulement d'avoir dit qu'il ne faut pas remplacer tous les fonctionnaires, il a été chassé du gouvernement. Et pourtant, nous, on nous dit de diminuer le nombre de fonctionnaires. Comment voulez-vous développer l'enseignement si on a besoin d'enseignants et qu'on diminue le nombre de fonctionnaires? Donc, au fond, j'ai été intéressé par ce qu'a dit Gilles Bruquet. Ce qui tue le plus en Afrique, ce n'est pas le sida, c'est le paludisme. Si le paludisme était une maladie des pays européens, il y a longtemps qu'on aurait trouvé le vaccin. Comme on le fait aujourd'hui pour le sida. Mais comme ce n'est pas une maladie des pays développés, on ne trouve pas le vaccin. Ensuite, à quoi ça sert que la FAO mène toute cette politique? Ça ne sert à rien. Puisque vous continuez à subventionner votre agriculture. En France, quand on produit trop de viande, vous subventionnez, on retire la viande, on stocke. Quand il y a trop de vin, on subventionne, on arrache les vignes, etc. Les États-Unis viennent de subventionner le coton. À quoi ça sert d'aider le Mali et le Burkina si la ressource principale de ces deux pays, c'est le coton?
et que les États-Unis subventionnent leurs producteurs de coton, ça veut dire ferme les marchés aux paysans maliens, aux paysans burkinabés. À quoi ça sert qu'ils développent sa culture s'il ne peut pas vendre? Donc le véritable problème, c'est qu'il y a une injustice. Bon, dire il y a la faim en Afrique, il y a les sida, vous donnez, ça donne bonne conscience aux citoyens des pays développés. Et ils ne voient pas les responsabilités. Mais vous êtes responsables du sous-développement, parce que ce sont vos gouvernements qui maintiennent les dictatures en place. Il ne peut pas avoir de développement. On ne peut pas lutter contre la faim s'il n'y a pas de démocratie. Avant, heureusement, il y a une évolution. Parce qu'avant, en fait, on parle du mur de Berlin, du dessous de Mitterrand, de la Baule, etc. En réalité, les peuples africains n'ont pas attendu, se sont toujours battus pour la démocratie. Moi, on sait très bien que chaque fois qu'ils intervenaient, pour chasser un gouvernement, vos gouvernements intervenaient. Je prends le cas du Gabon en 1964. Léomba a été renversé, c'est l'armée française qui est intervenue. Je prends le cas du Togo, je prends le cas de Tanzanie. Donc, quand on avait ces dictateurs qui défendaient les intérêts des grands pays, ces grands pays n'hésitaient pas à envoyer l'armée pour remettre ces dictateurs en place. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut la démocratie, c'est un grand progrès. Mais même là, en général, on fait tout pour balayer la route à des Africains qui comprennent les réalités et qui peuvent mener une politique. On dit qu'ils sont trop nationalistes. Mais si vous n'êtes pas nationaliste, comment vous pouvez développer votre pays? Donc je pense que si nous parlons de l'aide, de la lutte contre le paludisme, non. Ce que nous voulons, d'abord, qu'on ait des gouvernements capables de définir une véritable politique de développement. Une politique de développement, c'est-à-dire quels sont les intérêts de nos pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer nos pays? Ça veut dire que nous ayons une politique, comme vous l'avez faite au moment, il ne faut pas nous dire de faire une politique que la France ou les États-Unis font en l'an 2003, il faut nous dire de faire la politique que vous faisiez au XIXe siècle. C'est-à-dire au moment où vous étiez à peu près au même stade où nous sommes. Je crois qu'au fond, si nous voyons la situation aujourd'hui, parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la faim, c'est de bons sentiments. Nous ne pourrons jamais lutter contre la faim si nous ne reconnaissons pas qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique. On présente une image très misérabiliste de l'Afrique, ce qui n'est pas vrai, parce que l'Afrique, il y a beaucoup de progrès. L'espace de liberté s'agrandit. Vous avez plus d'États démocratiques aujourd'hui que de dictatures. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, vous avez maintenant 3 ou 4 pays seulement où il y a des dictatures militaires. Les autres ont connu la démocratie. On dit non, les Africains c'est la guerre. Mais la guerre, pourquoi? Nous, nos femmes ne portent pas de diamants. Elles n'en ont même pas les moyens. Donc on ne fait pas la guerre pour les diamants. En plus, nous ne fabriquons pas d'armes. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Donc on ne fait pas les guerres pour les diamants, mais nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie. Mais qui profite de ces guerres? Ce sont les vendeurs d'armes. On vous dit non, on fait la guerre parce qu'on cherche le diamant. Non, on fait la guerre parce que les pays développés maintiennent des dictatures en place et nous ne voulons plus de ces dictatures. Mais ces mêmes pays, c'est eux qui fournissent les armes et c'est eux qui profitent de l'or et des diamants. Donc je pense que si réellement vous voulez qu'on lutte contre la faim en Afrique, il faut d'abord qu'on lutte premièrement pour la démocratie, parce que tant qu'il y a des dictateurs, ils partagent les bénéfices, non seulement de ce que les paysans produisent, mais de l'aide entre eux et les sociétés européennes ou bien les partis politiques européens. Celles-là, parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. S'il y a la démocratie, si votre gestion n'est pas favorable, n'est pas bien vue par la population, au bout de 5 ans, on change de pouvoir. La deuxième chose, c'est de reconnaître que nous avons plus besoin de définir notre propre politique de développement en fonction de nos besoins. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons la liberté de gérer notre agriculture comme nous l'entendons, que nous ayons la possibilité de développer l'enseignement, mais en ne licenciant pas des fonctionnaires. Si vous prenez le Fonds monétaire international,
la politique que le Fonds monétaire prône en Afrique, prônait jusque-là parce qu'il y a quand même une évolution, ne pouvait être maintenue que par des dictateurs. Parce que vous dites blocage des salaires, blocage des prix, licenciement des fonctionnaires. Dans tous les pays où on a appliqué la politique du Fonds monétaire, il y a eu des révoltes, que vous prenez l'Égypte, la Tunisie ou le Maroc. Donc, je pense que la responsabilité des Africains aujourd'hui est grande, puisque les chefs d'État qui sont en place sont complices de l'exploitation effrénée de nos pays. Mais ces chefs d'État aussi, comme je vous l'ai dit, sont maintenus en place grâce au soutien des grandes puissances. Et la jeunesse africaine a pris conscience. Il faut aller en Afrique pour voir aujourd'hui qu'il y a de grands changements. Avant, on avait des chefs d'État charismatiques qui avaient une certaine auréole, comme Ofoe ou Senghor, etc. Mais aujourd'hui, on a des chefs d'État qui n'inspirent pas le respect. Donc il n'y a plus cette idée de perdre la nation qu'on respecte. Et puis les Africains savent très bien aujourd'hui qu'on peut se débarrasser d'un chef d'État. Malheureusement, on favorise trop des sergents, le coup d'État par des sergents parce que les sergents ne comprennent rien. Au fond, on préfère avoir au pouvoir des gens à qui on fait tout accepter. Parce que si Bernard est président, je suis président, c'est clair qu'il peut me faire passer n'importe quoi. Parce que... Là, je suis obligé d'applaudir. Je pense qu'il faut que vous compreniez que vous aussi, vous devez faire, que vous avez une grande responsabilité dans la situation actuelle de l'Afrique. Au lieu d'avoir bonne conscience en disant j'ai donné 10 francs à la Croix, etc., il faut que vous fassiez pression sur vos gouvernements pour leur montrer qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique, que sans démocratie, il n'y a pas de développement. Deuxièmement, qu'il faut plus de justice que d'aide. C'est-à-dire qu'on cesse de nous imposer des politiques qui sont contraires à notre développement. Parce que la FAO peut faire des programmes, dans 1000 ans, on sera toujours sous-développé, on aura toujours la faim. Par contre, s'il n'y a plus de justice et qu'on permette à des cadres compétents qui comprennent les problèmes politiques, qu'on ne leur barre plus la route, qu'on laisse les peuples africains choisir librement, vous verrez que d'ici 10 ou 20 ans, il n'y aura plus de faim en Afrique. Merci. Je suis surpris que mes propos soient différents de mes prédécesseurs, bien sûr. Évidemment, nous rendons hommage à l'action des organisations des droits organisations non gouvernementales qui apportent l'aide à l'Afrique et l'aide que tous les citoyens apportent pour lutter contre la faim en Afrique. Mais je crois que c'est mettre un cotère sur une jambe de bois. Parce que on parle beaucoup de la faim en Afrique. Quand il a parlé des causes, je pensais qu'il allait développer. Malheureusement, il n'a pas développé. Regardez un cas par exemple, au niveau de l'Union européenne, l'Espagne et le Portugal étaient considérés comme des pays arriérés. Mais quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu un programme pour leur permettre de rattraper les pays comme la France et l'Allemagne. Donc il y avait une volonté politique de mettre fin au sous-développement dans ces pays. Nous, en Afrique, on a plus besoin de justice que d'aide. Parce que fondamentalement, l'Afrique est indépendante depuis 1960. Nous sommes en 2003. Ça fait, disons, 43 ans qu'on nous aide. Comment ça se fait qu'après 43 ans, nous sommes plus pauvres que nous l'étions en 1960? Ça veut dire que l'aide est un échec total. Pour plusieurs raisons. D'abord, une bonne partie de cette aide ne reste pas en Afrique, revient en Europe, soit au profit des dictateurs maintenus en place par les pays développés, soit au profit des partis politiques des pays développés. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on nous dit de ne pas subventionner l'agriculture, de faire la politique de blocage des prix, de licencier des fonctionnaires parce qu'il y en a trop. Mais lorsque nous regardons, parce que pourquoi ça c'est possible? Parce que les grands pays préfèrent des sergents au pouvoir ou des gens peu éclairés. Ils font tout pour barrer la route aux intellectuels. Parce qu'un intellectuel qui arrive au pouvoir, il a quand même fait des études. Donc il connaît l'histoire. Il sait comment les pays européens se sont développés. Et nous savons très bien que pour vous développer, vous avez subventionné l'agriculture.
vous avez fait une politique de soutien au prix. Comment l'Afrique ne peut se développer que si l'agriculture se développe? Mais comment on peut nous développer notre agriculture? Les paysans sont pauvres. Pour qu'ils produisent, il faut les subventionner. Mais si on les subventionne, les populations sont pauvres. Qui va acheter ces biens produits? Si personne n'achète, le paysan se décourage. Ça veut dire qu'il faut subventionner les prix. Mais ce que vous avez fait en Europe, on nous dit de faire le contraire. Mieux, on nous dit de faire des budgets équilibrés, pas de déficit budgétaire. Mais je pense que là, j'ai fait Sciences Po. Je sais très bien qu'il y a la théorie du déficit systématique. Ça veut dire qu'un pays qui veut se développer fait un budget déficitaire à condition que ce déficit serve à financer le développement, non pas à financer le budget de fonctionnement. Puisque plus vous développez, quand vous investissez, l'investissement apporte nécessairement plus que ce qui est investi. On nous interdit cela. Moi, je crois que Madeleine a dit seulement il faut recruter moins de fonctionnaires, je crois, que de licenciés. On l'a mis dehors. Ça veut dire que le simple fait même de ne pas dire qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, seulement d'avoir dit qu'il ne faut pas remplacer tous les fonctionnaires, il a été chassé du gouvernement. Et pourtant, nous, on nous dit de diminuer le nombre de fonctionnaires. Comment voulez-vous développer l'enseignement si on a besoin d'enseignants et qu'on diminue le nombre de fonctionnaires? Donc, au fond, j'ai été intéressé par ce qu'a dit Gilles Bruquet. Ce qui tue le plus en Afrique, ce n'est pas le sida, c'est le paludisme. Si le paludisme était une maladie des pays européens, il y a longtemps qu'on aurait trouvé le vaccin. Comme on le fait aujourd'hui pour le sida. Mais comme ce n'est pas une maladie des pays développés, on ne trouve pas le vaccin. Ensuite, à quoi ça sert que la FAO mène toute cette politique? Ça ne sert à rien. Puisque vous continuez à subventionner votre agriculture. En France, quand on produit trop de viande, vous subventionnez, on retire la viande, on stocke. Quand il y a trop de vin, on subventionne, on arrache les vignes, etc. Les États-Unis viennent de subventionner le coton. À quoi ça sert d'aider le Mali et le Burkina si la ressource principale de ces deux pays, c'est le coton, et que les États-Unis subventionnent leurs producteurs de coton, ça veut dire ferment les marchés aux paysans maliens, aux paysans burkinabés. À quoi ça sert qu'ils développent sa culture s'il ne peut pas vendre? Donc le véritable problème, c'est qu'il y a une injustice. Bon, dire il y a la faim en Afrique, il y a le sida, vous donnez, ça donne bonne conscience aux citoyens des pays développés. Et ils ne voient pas les responsabilités. Mais vous êtes responsables du sous-développement, parce que ce sont vos gouvernements qui maintiennent les dictatures en place. Il ne peut pas y avoir de développement. On ne peut pas lutter contre la faim s'il n'y a pas de démocratie. Avant, heureusement, il y a une évolution. Parce qu'avant, en fait, on parle du mur de Berlin, du dessous de Mitterrand, de la Baule, etc. En réalité, les peuples africains n'ont pas attendu, ils se sont toujours battus pour la démocratie. Mais on sait très bien que chaque fois qu'ils intervenaient pour chasser un gouvernement, vos gouvernements intervenaient. Je prends le cas du Gabon en 1964. Léomba a été renversé, c'est l'armée française qui est intervenue. Je prends le cas du Togo, je prends le cas de Tanzanie. Donc, quand on avait ces dictateurs qui défendaient les intérêts des grands pays, ces grands pays n'hésitaient pas à envoyer l'armée pour remettre ces dictateurs en place. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut la démocratie, c'est un grand progrès. Mais même là, en général, on fait tout pour balayer la route à des Africains qui comprennent les réalités et qui peuvent mener une politique. On dit qu'ils sont trop nationalistes. Mais si vous n'êtes pas nationaliste, comment vous pouvez développer votre pays? Donc je pense que si nous parlons de l'aide, de la lutte contre le paludisme, non. Ce que nous voulons, d'abord, qu'on ait des gouvernements capables de définir une véritable politique de développement. Une politique de développement, c'est-à-dire quels sont les intérêts de nos pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer nos pays? Ça veut dire que nous ayons une politique, comme vous l'avez faite au moment, il ne faut pas nous dire de faire une politique que la France ou les États-Unis font en l'an 2003, il faut nous dire de faire la politique que vous faisiez au XIXe siècle. C'est-à-dire au moment où vous étiez à peu près au même stade où nous sommes. Je crois qu'au fond, si nous voyons la situation aujourd'hui, parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la faim, c'est de bons sentiments. Nous ne pourrons jamais lutter contre la faim si nous ne reconnaissons pas qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique.
On présente une image très misérabiliste de l'Afrique, ce qui n'est pas vrai, parce que l'Afrique, il y a beaucoup de progrès. L'espace de liberté s'agrandit. Vous avez plus d'États démocratiques aujourd'hui que de dictatures. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, vous avez maintenant 3 ou 4 pays seulement où il y a des dictatures militaires. Les autres ont connu la démocratie. On dit non, les Africains, c'est la guerre. Mais la guerre, pourquoi? Nous, nos femmes ne portent pas de diamants. Elles n'en ont même pas les moyens. Donc on ne fait pas la guerre pour les diamants. En plus, nous ne fabriquons pas d'armes. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Donc on ne fait pas les guerres pour les diamants, mais nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie. Mais qui profite de ces guerres? Ce sont les vendeurs d'armes. On vous dit non, on fait la guerre parce qu'on cherche le diamant. Non, on fait la guerre parce que les pays développés maintiennent des dictatures en place et nous ne voulons plus de ces dictatures. Mais ces mêmes pays, c'est eux qui fournissent les armes et c'est eux qui profitent de l'or et des diamants. Donc je pense que si réellement vous voulez qu'on lutte contre la faim en Afrique, il faut d'abord qu'on lutte premièrement pour la démocratie, parce que tant qu'il y a des dictateurs, ils partagent les bénéfices, non seulement de ce que les paysans produisent, mais de l'aide entre eux et les sociétés européennes ou bien les partis politiques européens. Celles-là, parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. S'il y a la démocratie, si votre gestion n'est pas favorable, n'est pas bien vue par la population, au bout de 5 ans, on change de pouvoir. La deuxième chose, c'est de reconnaître que nous avons plus besoin de définir notre propre politique de développement en fonction de nos besoins. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons la liberté de gérer notre agriculture comme nous l'entendons. Que nous ayons la possibilité de développer l'enseignement, mais en ne licenciant pas des fonctionnaires. Si vous prenez le Fonds monétaire international, la politique que le Fonds monétaire prône en Afrique, prônait jusque-là parce qu'il y a quand même une évolution, ne peut être maintenue que par des dictateurs. Parce que vous dites blocage des salaires, blocage des prix, licenciement des fonctionnaires. Dans tous les pays où on a appliqué la politique du Fonds monétaire, il y a eu des révoltes, que vous prenez l'Égypte, la Tunisie ou le Maroc. Donc, je pense que la responsabilité des Africains aujourd'hui est grande, puisque les chefs d'État qui sont en place sont complices de l'exploitation effrénée de nos pays. Mais ces chefs d'État aussi, comme je vous l'ai dit, sont maintenus en place grâce au soutien des grandes puissances. Et la jeunesse africaine a pris conscience. Il faut aller en Afrique pour voir aujourd'hui qu'il y a de grands changements. Avant, on avait des chefs d'État charismatiques qui avaient une certaine auréole, comme Ofoe ou Senghor, etc. Mais aujourd'hui, on a des chefs d'État qui n'inspirent pas le respect. Donc il n'y a plus cette idée de père de la nation qu'on respecte. Et puis les Africains savent très bien aujourd'hui qu'on peut se débarrasser d'un chef d'État. Malheureusement, on favorise trop des sergents, le coup d'État par des sergents parce que les sergents ne comprennent rien. Au fond, on préfère avoir au pouvoir des gens à qui on fait tout accepter. Parce que si Bernard est président, je suis président, c'est clair qu'il peut me faire passer n'importe quoi. Parce que... Là, je suis obligé d'applaudir. Donc, je pense qu'il faut que vous compreniez que vous aussi, vous devez faire, que vous avez une grande responsabilité dans la situation actuelle de l'Afrique. Au lieu d'avoir bonne conscience en disant j'ai donné 10 francs à la Croix-Rouge, etc., il faut que vous fassiez pression sur vos gouvernements pour leur montrer qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique, que sans démocratie, il n'y a pas de développement. Deuxièmement, qu'il faut plus de justice que d'aide. C'est-à-dire qu'on cesse de nous imposer des politiques qui sont contraires à notre développement. Parce que la FAO peut faire des programmes, dans 1000 ans, on sera toujours sous-développé, on aura toujours la faim. Par contre, s'il n'y a plus de justice et qu'on permette à des cadres compétents qui comprennent les problèmes politiques, qu'on ne leur barre plus la route, qu'on laisse les peuples africains choisir librement, vous verrez que d'ici 10 ou 20 ans, il n'y aura plus de faim en Afrique. Merci. Je suis surpris que mes propos soient différents de mes prédécesseurs, bien sûr. Évidemment, nous rendons hommage à l'action des organisations des droits organisations non gouvernementales qui apportent l'aide à l'Afrique.
et l'aide que tous les citoyens apportent pour lutter contre la faim en Afrique. Mais je crois que c'est mettre un cotère sur une jambe de bois. Parce que on parle beaucoup de la faim en Afrique. Quand il a parlé des causes, je pensais qu'il allait développer. Malheureusement, il n'a pas développé. Regardez un cas par exemple, au niveau de l'Union européenne. L'Espagne et le Portugal étaient considérés comme des pays arriérés. Mais quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu un programme pour leur permettre de rattraper les pays comme la France et l'Allemagne. Donc il y avait une volonté politique de mettre fin au sous-développement dans ces pays. Nous, en Afrique, on a plus besoin de justice que d'aide. Parce que fondamentalement, l'Afrique est indépendante depuis 1960. Nous sommes en 2003. Ça fait, disons, 43 ans qu'on nous aide. Comment ça se fait qu'après 43 ans, nous sommes plus pauvres que nous l'étions en 1960? Ça veut dire que l'aide est un échec total. Pour plusieurs raisons. D'abord, une bonne partie de cette aide ne reste pas en Afrique, revient en Europe, soit au profit des dictateurs maintenus en place par les pays développés, soit au profit des partis politiques des pays développés. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on nous dit de ne pas subventionner l'agriculture, de faire la politique de blocage des prix, de licencier des fonctionnaires parce qu'il y en a trop. Mais lorsque nous regardons, parce que pourquoi ça c'est possible? Parce que les grands pays préfèrent des sergents au pouvoir ou des gens peu éclairés. Ils font tout pour barrer la route aux intellectuels. Parce qu'un intellectuel qui arrive au pouvoir, il a quand même fait des études. Donc il connaît l'histoire. Il sait comment les pays européens se sont développés. Et nous savons très bien que pour vous développer, vous avez subventionné l'agriculture. Vous avez fait une politique de soutien au prix. Comment l'Afrique ne peut se développer que si l'agriculture se développe? Mais comment nous pouvons nous développer notre agriculture? Les paysans sont pauvres. Pour qu'ils produisent, il faut les subventionner. Mais si on les subventionne, les populations sont pauvres. Qui va acheter ces biens produits? Si personne n'achète, le paysan se décourage. Ça veut dire qu'il faut subventionner les prix. Mais ce que vous avez fait en Europe, on nous dit de faire le contraire. Mieux, on nous dit de faire des budgets équilibrés, pas de déficit budgétaire. Mais je pense que là, j'ai fait Sciences Po. Je sais très bien qu'il y a la théorie du déficit systématique. Ça veut dire qu'un pays qui veut se développer fait un budget déficitaire à condition que ce déficit serve à financer le développement, non pas à financer le budget de fonctionnement. Puisque plus vous développez, quand vous investissez, l'investissement apporte nécessairement plus que ce qui est investi. On nous interdit cela. Moi, je crois que Madeleine a dit seulement il faut recruter moins de fonctionnaires, je crois, que de licenciés. On l'a mis dehors. Ça veut dire que le simple fait même de ne pas dire il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, seulement d'avoir dit il ne faut pas remplacer tous les fonctionnaires, il a été chassé du gouvernement. Et pourtant, nous, on nous dit de diminuer le nombre de fonctionnaires. Comment voulez-vous développer l'enseignement si on a besoin d'enseignants et qu'on diminue le nombre de fonctionnaires? Donc, au fond, j'ai été intéressé par ce qu'a dit Gilles Bruquet. Ce qui tue le plus en Afrique, ce n'est pas le sida, c'est le paludisme. Si le paludisme était une maladie des pays européens, il y a longtemps qu'on aurait trouvé le vaccin. Comme on le fait aujourd'hui pour le sida. Mais comme ce n'est pas une maladie des pays développés, on ne trouve pas le vaccin. Ensuite, à quoi ça sert que la FAO mène toute cette politique? Ça ne sert à rien. Puisque vous continuez à subventionner votre agriculture. En France, quand on produit trop de viande, vous subventionnez, on retire la viande, on stocke. Quand il y a trop de vin, on subventionne, on arrache les vignes, etc. Les États-Unis viennent de subventionner le coton. À quoi ça sert d'aider le Mali et le Burkina si la ressource principale de ces deux pays, c'est le coton, et que les États-Unis subventionnent leurs producteurs de coton, ça veut dire ferment les marchés aux paysans maliens, aux paysans burkinabés. À quoi ça sert qu'ils développent sa culture s'il ne peut pas vendre? Donc le véritable problème, c'est qu'il y a une injustice. Bon, dire il y a la faim en Afrique, il y a le sida, vous donnez, ça donne bonne conscience aux citoyens des pays développés.
Et ils ne voient pas les responsabilités. Mais vous êtes responsables du sous-développement parce que ce sont vos gouvernements qui maintiennent les dictatures en place. Il ne peut pas y avoir de développement. On ne peut pas lutter contre la faim s'il n'y a pas de démocratie. Avant, heureusement, il y a une évolution. Parce qu'avant, en fait, on parle du mur de Berlin, du dessous de Mitterrand, de la Baule, etc. En réalité, les peuples africains n'ont pas attendu, se sont toujours battus pour la démocratie. Mais on sait très bien que chaque fois qu'ils intervenaient, pour chasser un gouvernement, vos gouvernements intervenaient. Je prends le cas du Gabon en 1964. Léon Mba a été renversé, c'est l'armée française qui est intervenue. Je prends le cas du Togo, je prends le cas de Tanzanie. Donc, quand on avait ces dictateurs qui défendaient les intérêts des grands pays, ces grands pays n'hésitaient pas à envoyer l'armée pour remettre ces dictateurs en place. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut la démocratie, c'est un grand progrès. Mais même là, en général, on fait tout pour balayer la route à des Africains qui comprennent les réalités et qui peuvent mener une politique. On dit qu'ils sont trop nationalistes. Mais si vous n'êtes pas nationaliste, comment vous pouvez développer votre pays? Donc je pense que si nous parlons de l'aide, de la lutte contre le paludisme, non. Ce que nous voulons, d'abord, qu'on ait des gouvernements capables de définir une véritable politique de développement. Une politique de développement, c'est-à-dire quels sont les intérêts de nos pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer nos pays? Ça veut dire que nous ayons une politique, comme vous l'avez faite au moment. Il ne faut pas nous dire de faire une politique que la France ou les États-Unis font en l'an 2003. Il faut nous dire de faire la politique que vous faisiez au XIXe siècle. C'est-à-dire au moment où vous étiez à peu près au même stade où nous sommes. Je crois qu'au fond, si nous voyons la situation aujourd'hui, parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la faim, c'est de bons sentiments. Nous ne pourrons jamais lutter contre la faim si nous ne reconnaissons pas qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique. On présente une image très misérabiliste de l'Afrique, ce qui n'est pas vrai, parce que l'Afrique, il y a beaucoup de progrès. L'espace de liberté s'agrandit. Vous avez plus d'États démocratiques aujourd'hui que de dictatures. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, vous avez maintenant 3 ou 4 pays seulement où il y a des dictatures militaires. Les autres ont connu la démocratie. On dit non, les Africains c'est la guerre. Mais la guerre, pourquoi? Nous, nos femmes ne portent pas de diamants. Elles n'en ont même pas les moyens. Donc on ne fait pas la guerre pour les diamants. En plus, nous ne fabriquons pas d'armes. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Donc on ne fait pas les guerres pour les diamants, mais nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie. Mais qui profite de ces guerres? Ce sont les vendeurs d'armes. On vous dit non, on fait la guerre parce qu'on cherche le diamant. Non, on fait la guerre parce que les pays développés maintiennent des dictatures en place et nous ne voulons plus de ces dictatures. Mais ces mêmes pays, c'est eux qui fournissent les armes et c'est eux qui profitent de l'or et des diamants. Donc je pense que si réellement vous voulez qu'on lutte contre la faim en Afrique, il faut d'abord qu'on lutte premièrement pour la démocratie, parce que tant qu'il y a des dictateurs, ils partagent les bénéfices, non seulement de ce que les paysans produisent, mais de l'aide entre eux et les sociétés européennes ou bien les partis politiques européens. Celles-là, parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. S'il y a la démocratie, si votre gestion n'est pas favorable, n'est pas bien vue par la population, au bout de 5 ans, on change de pouvoir. La deuxième chose, c'est de reconnaître que nous avons plus besoin de définir notre propre politique.